Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des zones et des seuils ventilatoires. Aujourd'hui, nous allons aborder un indicateur que tout le monde regarde, mais que très peu de sportifs comprennent réellement. La fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque est devenue le pilier de l'entraînement moderne. Elle guide les zones, les intensités, les alertes, les statuts d'entraînement. Mais il faut être très clair. La fréquence cardiaque ne mesure pas l'intensité réelle de votre adaptation, elle mesure une réponse. Et une réponse dépend toujours du contexte. Votre cœur ne décide pas de l'intensité. Il répond à une demande énergétique. Si vous courez plus vite, vos muscles demandent plus d'oxygène. Le débit cardiaque augmente, la fréquence cardiaque monte. Mais ce mécanisme est influencé par de nombreux paramètres. La fréquence cardiaque dépend de la température ambiante, de votre hydratation, de votre état émotionnel, de votre niveau de stress, de votre fatigue nerveuse, de votre cycle hormonal et de votre sommeil. Oui, rien que ça. Cela signifie qu'à intensité mécanique identique, votre fréquence cardiaque peut varier significativement. Prenons tout de suite un exemple simple. Un triathlète roule à puissance constante pendant 1 heure. Au début de la séance, sa fréquence cardiaque est stable. Après 40 minutes, elle augmente progressivement sans changement de puissance. C'est ce qu'on appelle la dérive cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'il a une déshydratation légère, une augmentation de la température corporelle, la fatigue progressive et l'activation sympathique accrue. La puissance reste identique, mais la réponse cardiovasculaire dérive. Si on interprète mal cette donnée, on peut croire que l'intensité augmente, alors que c'est la régulation interne qui change. Autre exemple, un trailer s'entraîne en montée. Sa fréquence cardiaque monte rapidement. Il décide de ralentir pour rester en zone. Mais la pente impose un coût mécanique important. En montagne, la fréquence cardiaque est influencée par l'altitude, le terrain instable, l'engagement musculaire excentrique, la température. Le signal cardiaque ne reflète pas toujours l'adaptation musculaire réelle, et le terrain modifie la lecture des datas. Chez la femme, la fréquence cardiaque au repos est souvent légèrement plus élevée. Pourquoi ? Parce que le volume cardiaque est légèrement différent, il y a une influence hormonale et une variabilité du système autonome. En phase lutéale, la fréquence cardiaque peut être plus élevée à charge identique. Si une athlète ajuste systématiquement son entraînement à la baisse à cause de cette évaluation physiologique, elle risque de sous-estimer son adaptation. Donc la lecture des datas doit être intégrée au contexte hormonal et forcément au cycle. Chez une personne, cette fois-ci, en situation d'obésité ou en reprise d'activité, le coût énergétique du mouvement est plus élevé. La fréquence cardiaque monte plus rapidement et la fatigue périphérique apparaît plus tôt. Si on applique classiquement une formule de type 220 moins l'âge, pour redéterminer la fréquence cardiaque max, on simplifie excessivement une réalité physiologique beaucoup plus complexe. La fréquence cardiaque n'est pas un indicateur universel, elle est individuelle. Ainsi, un athlète peut avoir une fréquence cardiaque au repos plus élevée après une nuit courte, une fréquence cardiaque d'entraînement plus haute en période de stress professionnel, une récupération cardiaque plus lente après un effort. Ces variations ne traduisent pas toujours un problème d'entraînement, elles traduisent un état global. La physiologie est donc systémique. La fatigue centrale, elle, correspond à une diminution de la capacité du système nerveux à recruter efficacement les unités motrices. Elle peut apparaître avant que la fréquence cardiaque ne change. Exemple, un triathlète peut maintenir sa zone cible, mais perdre en coordination, en précision technique ou en qualité de posture. Typiquement, vous le voyez dans les courses à pied, où on dit que la course à pied se dégrade. La fréquence cardiaque ne voit pas la dégradation biomécanique. Elle ne voit pas la qualité du geste. Donc c'est très important de pouvoir faire le lien entre les deux. La fréquence cardiaque reste donc un outil extrêmement pertinent, mais elle doit être utilisée en comparaison avec le ressenti, en lien avec la charge mécanique, en tenant compte de la température, en intégrant le cycle hormonal et en analysant les tendances
pas les valeurs isolées. Ce n'est pas le chiffre du jour qui compte, c'est l'évolution dans le temps. Chez OD Academy, on ne jette pas les datas, on les contextualise. La fréquence cardiaque est un indicateur de régulation interne, mais elle ne définit ni la performance, ni l'adaptation, ni la progression. Elle est un outil. L'expertise consiste donc à savoir quand lui faire confiance et quand la remettre en question. En conclusion, la fréquence cardiaque peut vous guider, mais elle peut aussi vous induire en erreur. Comprendre ce qu'elle mesure réellement, c'est reprendre le contrôle de votre entraînement. Le prochain épisode, nous parlerons d'un indicateur encore plus complexe, la VO2 estimée par les montres. Ce qu'elle représente, ce qu'elle ne représente pas, et comment l'utiliser sans tomber dans le piège des algorithmes. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy.